Le titre de cet atelier est en soi une convaincante démonstration du pouvoir qu'ont les mots sur vous. Lorsque vous entendez ou vous lisez pouvoir des mots, vous vous retrouvez immédiatement plongé dans un univers mental où les mots deviennent soudain des super-héros, à moins que vous ne réalisiez qu'ils peuvent vous donner des super-pouvoirs. En tout cas, inévitablement, votre perception de la réalité est instantanément transformée. Ainsi, si j'avais choisi comme titre la couleur des mots, vous auriez sans doute eu une toute autre perception de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais explorer avec vous comment tout cela a commencé. Lorsque le bébé naît, il ne comprend aucun mot. Il est sensible aux voix, aux sourires, à un ensemble de signaux non verbaux, mais très vite, le procédé d'association va commencer. Le bébé va associer une expérience à un son qui deviendra alors un mot. Le procédé va continuer de se développer et les mots vont alors devenir des catégories d'expériences ou des catégories d'objets. Et certains objets présenteront des différences entre eux. Mais malgré tout, l'enfant leur collera une étiquette, un mot. Le métamodèle du langage nous explique comment nous construisons cette carte du monde. Prenons l'exemple d'une chaise. Le mot chaise correspond à l'expérience d'un objet qui nous permet de nous asseoir et même d'appuyer notre dos. Mais très vite, nous sommes amenés à rencontrer des chaises assez différentes les unes des autres. Et l'enfant effacera les différences non significatives, je veux dire les détails qui différencient une chaise d'une autre, mais qui leur conservent néanmoins les qualités nécessaires pour être placés dans la catégorie des chaises. C'est le procédé d'omission de ces détails qui permet à l'enfant de construire la catégorie chaise qui devient ainsi un archétype ou, pour le dire autrement, une généralisation. Mais comme l'univers est infiniment varié, l'enfant sera amené à rencontrer des objets qui ressemblent à des chaises, mais pas tellement, ou très peu même. Et il lui faudra alors transformer ces caractéristiques pour forcer l'objet à entrer dans la catégorie chaise. C'est ce que l'on appelle la distorsion. Nous tordons la perception de l'objet pour le faire entrer, quitte à forcer un peu, dans la catégorie des chaises par exemple. Les catégories que nous construisons se renforcent, elles se complexifient, elles s'imbriquent et ce faisant, elles se fondent dans nos processus mentaux. Au point que nous oublions qu'elles ne sont que des constructions mentales activées à chaque fois que nous prononçons un mot. C'est là qu'il est utile, voire nécessaire, de se rappeler la citation « La carte n'est pas le territoire » d'Alfred Korzybski, qui est le père de la sémantique générale et donc le grand-père de la PNL. Les mots ont un pouvoir que nous sous-estimons. Et plus les mots nous sont familiers, et plus ils acquièrent du pouvoir. Il faut bien le constater, parfois ils nous piègent, parfois même ils nous desservent. Il est alors nécessaire de reprendre le contrôle, la maîtrise du sens que nous donnons à nos expériences. Mais comment faire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Explorer les mots, c'est comme retourner dans un vieux grenier et redécouvrir des objets familiers que l'on croyait avoir oubliés et dont on se rend compte qu'ils ont contribué à nous faire devenir qui nous sommes. Ce que je veux partager aujourd'hui se résume en un seul point. Les mots ne sont pas des blocs monolithiques isolés. Nous pouvons les décomposer, les interconnecter et même jouer avec eux. Alors, un avertissement tout de même. Je vous présenterai 5 pratiques. Ce sont des portes qui s'ouvrent sur vos explorations. Mais elles ne sont pas toutes intéressantes ou utiles, ni tout le temps. Cela dépendra du contexte, cela dépendra des mots. Bref, il vous revient de décider du choix de la pratique qui vous aidera dans la situation qui est la vôtre. Vous êtes prêts? On est parti. La première exploration consiste donc à décomposer les mots pour retrouver leurs caractéristiques. Commençons par démonter le mythe qui consiste à croire que le mot est la plus petite unité de sens. Les mots, nous les voyons comme des atomes de sens. Et je ne dois pas vous rappeler que atomos vient du grec et veut dire qui ne peut être décomposé. Lorsque l'enfant construit ces catégories, quand il s'approprie les mots, il le fait en regroupant des ensembles de caractéristiques. C'est ainsi que le mot est bien plus un
molécule, qu'un atome de sens, c'est-à-dire qu'il se compose d'un ensemble d'éléments, et que les retrouver peut s'avérer précieux pour comprendre autrement, pour comprendre mieux ce que veut dire un mot. Cela peut se révéler particulièrement précieux pour les coachs et les thérapeutes, mais pas que pour eux. Voir les mots comme étant monolithiques, c'est-à-dire des mots vus comme des atomes indivisibles, c'est comme être le chauffeur d'une voiture en ignorant tout de la mécanique. Si nous tombons en panne, nous pouvons uniquement constater et nous ne pouvons rien faire. Par contre, si nous avons quelques compétences en mécanique et que nous ouvrons le capot de notre voiture, nous pourrons distinguer les différents éléments du moteur et peut-être pourrons-nous identifier l'élément qui est à la cause de la panne. C'est cette compétence que je vous propose de développer avec les mots. Reprenons l'exemple d'une chaise. Qu'est-ce qui fait qu'une chaise est une chaise? Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un objet qui me permet de m'asseoir plus haut que sur le sol et qui me permet d'appuyer mon dos. Sans cette dernière caractéristique, on parlerait plutôt d'un tabouret. La première pratique que je vous propose consiste à retrouver ces caractéristiques qui définissent ces catégories que l'on appelle les mots. En PNL, on appelle ce procédé parfois chunk down, c'est-à-dire découpe vers le bas. Prenons par exemple le mot tristesse. Ce mot nous semble tout à fait évident, c'est une émotion. Notez qu'en disant ceci, je fais un chunk up, soit une découpe vers le haut. Je retrouve la catégorie supérieure qui est celle qui contient les émotions. Mais revenons aux composantes du mot tristesse. Pour que le mot tristesse ait du sens pour moi, j'ai besoin d'une personne ou d'un être vivant pour éprouver cette tristesse. Il me faut donc une personne. Faisons l'impasse pour le moment pour les animaux, ce sera plus clair. Je peux aussi me référer à ce que la psychologie nous propose, à savoir que la tristesse est une émotion que l'on éprouve, que l'on ressent lorsqu'on perd quelque chose et que ce quelque chose nous manque, qu'il crée un vide. Il peut donc être intéressant de se demander ce qui nous manque. Nous avons donc un mot, le mot tristesse, et ce mot devient une séquence, une structure, celle d'une personne qui vit une émotion à la suite de la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Prenons encore le mot honte. De quoi ai-je besoin pour éprouver honte? Assurément, j'ai besoin qu'existe une certaine image de moi. Une image qui est celle que j'imagine que certaines personnes ont de moi. Et je dois, pour éprouver de la honte, imaginer que par mon action, j'ai entaché cette image, qu'elle est devenue moins bonne, et que c'est cela qui fait naître cette honte. Probablement, j'accorde une certaine importance à ce que ces personnes aient ou conservent une bonne image de moi. Vous voyez où je veux en venir? On distingue progressivement un ensemble d'éléments sur lesquels nous pourrions travailler. Un ensemble d'éléments que nous pourrions utiliser pour décomposer le mot honte. Je ne pourrais le faire si j'avais simplement abordé le mot comme un ensemble, comme un tout, indivisible, comme une sorte d'abstraction. Nous avons exploré les mots chaise, tristesse et honte. À vous maintenant de continuer l'exercice avec les mots que vous voulez. La deuxième pratique que je vous propose s'intitule les mots proches. Il y a tout d'abord les mots proches sur le plan du sens. Les mots ne sont jamais seuls, ils sont entourés d'une flopée d'autres. Des mots qui sont des synonymes, des mots qui sont proches ou même parfois des expressions. Les différences qu'induisent ces mots apparentés nous offrent un cadre de contraste qui peut être tout à fait intéressant. Par exemple, si je reviens au mot chaise, je peux penser à tabouret, fauteuil, à siège, à trône, etc. À chaque fois, je distingue des caractéristiques différentes. Le tabouret n'a pas de dossier, le trône évoque un rôle ou un privilège, le fauteuil une certaine idée de confort, par exemple. Si je pense à tristesse, je peux me rappeler des mots tels que déprime, nostalgie, dépression, effondrement, deuil. À nouveau, et à chaque fois, des éléments différents apparaissent qui mériteraient peut-être d'être abordés. Notez aussi qu'il est parfois intéressant de s'intéresser aux antonymes, ces mots qui veulent dire le contraire du mot. Ainsi, nous pouvons proposer un intéressant recadrage, par exemple, en affirmant que le contraire du mot amour est indifférence et non pas haine. Dans le prolongement de l'exploration des mots proches, il y a les mots proches sur le plan du son. Et là, nous entrons dans l'univers des jeux de mots et des homonymes.
Vous connaissez bien sûr tous les mots qui parlent des mots. Ou le célèbre jeu de mots de Jacques Salomé, le genou, c'est le je-nous, et qui a mal au genou a peut-être un problème relationnel. Ça vaut ce que ça vaut, à vous de voir, mais ne négligez pas l'impact que peut avoir un jeu de mots auditif, qui peut parfois être très éclairant, car il déclenche des processus inconscients et même parfois des mini-transes hypnotiques. En effet, notre cerveau entend les sonorités et fait les liens, pendant que notre esprit rationnel ne s'y intéresse pas. Le troisième procédé est celui de l'origine du mot. L'étymologie peut parfois nous être précieuse. Par exemple, quand on découvre que le mot compagnon veut dire la personne avec qui je partage le pain. Ou le mot impeccable qui vient de in peccatus qui veut dire sans péché, sans tache. Une autre manière de nous intéresser à l'origine d'un mot consiste à questionner le métamodèle du langage, justement. Pour rappel, le métamodèle du langage nous explique comment nous donnons leur sens aux mots. Retenez simplement que c'est notre manière de faire entrer les éléments de notre expérience dans les tiroirs de nos catégories en oubliant comment nous les avons triturés pour qu'ils y entrent. Mais en plus du métamodèle, je voudrais évoquer une théorie qui complète celle que je viens de vous évoquer et qui peut vous être très utile. Il s'agit de la théorie des prototypes, développée par Eleanor Roche, qui a travaillé avec Francesco Varela. La théorie du prototype est un modèle de catégorisation graduelle, dans lequel certains membres de la catégorie sont considérés comme plus représentatifs que d'autres. Par exemple, je vous invite à penser à un nom d'une espèce d'oiseau. Vous l'avez ? Ok. Eh bien, je suis prêt à parier que vous n'avez pas pensé à une autruche ou à un pingouin. Pourtant, ce sont des oiseaux. Mais ce ne sont pas des espèces d'oiseaux prototypaux, c'est-à-dire auxquels on pense en premier lieu. Passons maintenant à la quatrième pratique. Si vous êtes formé à la PNL, elle vous sera familière. Il s'agit de la décomposition sensorielle ou VACO. VACO étant l'acronyme de visuel, auditif, kinesthésique et olfactif. Elle concerne bien sûr les mots ayant trait à des expériences que nous pouvons expérimenter, que nous pouvons vivre. Par exemple, tristesse. Pour éprouver tristesse, qu'est-ce que je ressens ? Où dans mon corps ? Comment ? Avec quelle intensité ? Quelle fréquence ? Etc. etc. La cinquième pratique consiste à identifier la figure de style où le mot est utilisé. Les figures de style font partie du domaine de la rhétorique et de la linguistique. Je ne vais pas vous faire un cours complet sur les figures de style. Je me limiterai à évoquer la métonymie. La métonymie est l'usage d'un mot pour signifier une idée qui lui est associée. Par exemple, le signe pour la chose, comme dans « il est monté sur le trône », évoquant le symbole de la monarchie, ou le lieu d'origine pour le produit, comme dans « boire un Bourgogne » pour évoquer le vin produit dans la région de Bourgogne. Ou enfin, le contenant pour le contenu, comme dans « boire un verre ». Voilà donc 5 pratiques qui peuvent vous être utiles et vous aider à reprendre le contrôle du sens que vous donnez à vos expériences, pour ne plus vous laisser mener par le bout des mots. Rappelons-les brièvement. 1. Décomposer les mots, retrouver les caractéristiques de la catégorie définie par ce mot. 2. Les mots voisins. Les mots voisins par le sens, les synonymes ou les quasi-synonymes, et les mots voisins par le son, les homonymes et les jeux de mots. 3. L'origine du mot, son étymologie et ou le métamodèle, c'est-à-dire identifier les omissions, généralisations et distorsions. 4. La décomposition sensorielle ou expérience VACO. Et enfin 5. Les figures de style où le mot est utilisé pour un autre. Quand avez-vous intérêt à appliquer ces procédés ? Tout d'abord, si vous n'êtes pas sûr de bien comprendre ce que la personne en face de vous est en train de vous expliquer. Si ce que vous entendez génère en vous une émotion, une sensation discordante, qui manque de clarté. Si vous prenez conscience que pour donner sens à ce que vous entendez, vous devez compléter, imaginer, supposer avec des éléments tirés de votre carte du monde, et je vous rappelle tout de même
qu'être dans l'écoute, c'est avant tout essayer de comprendre ce que votre interlocuteur essaie de vous partager, c'est son expérience qui vous intéresse, pas la vôtre. Ce sera aussi nécessaire si vous avez le sentiment de quelque chose qui se fige dans la conversation, que les mots induisent une forme d'immobilité, d'impossibilité de changer. Ce sera bien sûr, dans ce cas, très intéressant pour les thérapeutes, les coachs et tous les acteurs du changement, bien sûr, c'est-à-dire vous. Mais vous pouvez aussi appliquer cette technique simplement pour faire du stretching verbal, pour vous libérer du sens des mots, pour vous créer de nouvelles opportunités. Je voulais encore vous dire que ce travail sur les mots fait partie d'une formation que je suis en train d'élaborer et qui se compose de 3 modules. Le premier concerne les mots, c'est en partie ce que nous avons abordé aujourd'hui. Le deuxième, c'est le plat consistant et concerne les métaphores et les analogies. Il s'inspire des travaux de Lakoff et Johnson et aussi de Douglas Hofstadter. Il aborde également le langage propre ou clean language qui est né dans le giron de la PNL. Enfin, la troisième partie sera le dessert puisqu'il abordera les récits, les histoires. On dit plutôt storytelling de nos jours. Le travail sur les mots est un défi pour tout qui veut bien penser, bien communiquer pour bien agir. Et vous pouvez relever ce défi.